J'ai trouvé mes affaires dans des sacs poubelles au portail. Maman se tenait là avec mes frères et sœurs, tu as 25 ans, sors d'ici maintenant. J'ai souri, je suis monté dans ma voiture et je suis parti. 6 mois plus tard, maman a envoyé 60 messages, où es-tu? Je m'appelle Léa Harrison, et j'ai 25 ans. Jamais je n'aurais pensé que mon retour de mon premier voyage d'affaires réussi se terminerait en trouvant ma vie emballée dans des sacs poubelles. Le plastique noir était bombé par mes possessions, alignés comme des monuments funéraires devant notre portail. Ma mère se tenait là, les bras croisés, mes 3 frères et sœurs l'entourant comme des soldats. Leur visage ne montrait aucune chaleur, seulement une résolution froide. Le sourire que j'arborais depuis mon atterrissage s'est évaporé lorsque maman a prononcé ces mots cinglants. Tu as 25 ans maintenant. Il est temps pour toi de partir. Avant de continuer cette histoire, dites-moi d'où vous regardez. Cliquez sur j'aime et abonnez-vous pour me rejoindre dans ce voyage de trahison familiale et de force inattendue. Grandir en tant que Benjamin de 4 enfants dans notre maison de la banlieue de Chicago n'a jamais été facile. Mon père est décédé quand j'avais seulement 7 ans, laissant ma mère, Sandra, nous élever seuls. Mon frère aîné, Jackson, avait déjà 18 ans. Ensuite, ma sœur, Nathalie, avait 16 ans, et mon frère, Kevin, en avait 14. Alors qu'ils avaient des années de souvenirs avec papa, je me souvenais à peine de son visage sans regarder des photographies. Après la mort de papa, maman a changé. La femme chaleureuse et rieuse de mes premiers souvenirs s'est endurcie pour devenir quelqu'un qui mesurait l'amour à l'aune de la réussite et de l'obéissance. Elle cumulait 2 emplois pour nous maintenir à flot et nous rappelait quotidiennement ses sacrifices. J'ai tout abandonné pour vous, les enfants, était devenu son mantra, généralement suivi de « la moindre des choses que vous pourriez faire, c'est ». En tant que Benjamin de la famille, j'ai reçu à la fois les avantages et les fardeaux d'être la dernière. Maman était financièrement plus stable au moment où j'ai eu besoin d'un appareil dentaire ou de payer les frais de scolarité, mais le fardeau émotionnel de la monoparentalité l'avait usée. Elle contrôlait chaque aspect de ma vie avec une détermination de fer, de mes amis à ma spécialisation à l'université. Mes frères et sœurs avaient tous suivi les chemins qu'elle approuvait. Jackson est devenu chirurgien, Nathalie avocate d'affaires, et Kevin un ingénieur prospère. Ils ont épousé des personnes que maman aimait, acheté des maisons dans des quartiers qu'elle approuvait, et eu des enfants selon le calendrier qu'elle jugeait approprié. Ils étaient ses réussites, la preuve de son excellente parentalité. Et puis, il y avait moi. J'ai étudié le marketing au lieu de la médecine ou du droit, j'ai pris un poste dans une jeune entreprise plutôt que dans une firme établie, et je suis resté obstinément célibataire à 25 ans. Bien que je ne sois pas rebelle selon la plupart des normes de notre famille, j'étais le mouton noir. Quand vas-tu trouver un vrai travail? Demandait maman lors du dîner du dimanche. Nathalie gagnait déjà un salaire à 6 chiffres à ton âge. Malgré ces tensions, j'avais choisi de vivre à la maison après l'obtention de mon diplôme universitaire. La décision était pratique au début. Mon poste de débutante en marketing payait modestement, et les prix du logement à Chicago étaient astronomiques. Vivre avec maman me permettait de faire des économies et de rembourser mes prêts étudiants plus rapidement. Tu peux rester aussi longtemps que tu en as besoin, avait dit maman lorsque j'étais revenu m'installer. La famille soutient la famille. Mais son soutien était assorti de conditions, pour la plupart tacites, mais toujours présentes. Je payais un loyer, contribuais aux courses, et m'occupais de la plupart des tâches ménagères. Je la conduisais à ses rendez-vous, l'aidais avec les problèmes technologiques, et écoutais pendant des heures ses plaintes sur les voisins, les collègues, et parfois mes frères et sœurs, bien que jamais en leur présence. La dynamique avec mes frères et sœurs était tout aussi compliquée. Pour eux, j'étais encore la petite dernière, quelqu'un dont les opinions avaient moins de poids. Lorsque des désaccords familiaux survenaient, ils formaient un front uni avec maman, rejetant ma perspective comme étant immature ou mal informée. Tu comprendras quand tu auras plus d'expérience de la vie, disait Jackson, malgré le fait que j'avais vécu seul pendant 4 ans à l'université et voyagé à l'international, des expériences qu'il n'avait jamais eues. La tension entre l'indépendance et l'obligation familiale s'est accrue à l'approche de mes 25 ans. Mes amis de mon âge vivaient en appartement avec des colocataires, sortaient librement, et rentraient tard sans recevoir de textos exigeant de savoir où ils étaient. J'enviais leur liberté mais me sentais piégé à la fois par la réalité financière et le devoir familial. Puis est venue l'opportunité qui, je le pensais, pourrait tout changer. Notre agence de marketing a décroché un client majeur, et en tant que membre de l'équipe avec les idées les plus fraîches, j'ai été choisi pour présenter notre campagne à New York.
C'était mon premier voyage d'affaires, ma première présentation en solo à un client majeur, et potentiellement ma première grande chance professionnelle. La présentation était prévue un jeudi, avec des réunions se prolongeant jusqu'au vendredi après-midi. J'avais passé des semaines à me préparer, répétant jusqu'à pouvoir réciter la présentation dans mon sommeil. La veille de mon vol, maman avait semblé distraite pendant le dîner, remarquant à peine mon excitation nerveuse. Je serai de retour tard vendredi soir, lui ai-je rappelé en lavant la vaisselle. Bien, a-t-elle dit, sans lever les yeux de son téléphone. Jacques et Nathalie viennent samedi avec les enfants. Assure-toi d'être là pour aider. J'ai promis que je le serais, ravalant ma déception face à son manque d'enthousiasme. Dans mon cœur, j'avais espéré que cette étape professionnelle lui vaudrait enfin son approbation. Si je pouvais prouver que mon parcours professionnel était viable, peut-être me verrait-elle comme une adulte plutôt que comme une enfant décevante. La présentation à New York avait dépassé toutes les attentes. Les clients ont adoré notre campagne, ne demandant que des ajustements mineurs avant d'approuver le budget à 7 chiffres. Mon patron m'avait emmené dîner après, discutant d'une promotion et d'une augmentation potentielle si le projet était lancé avec succès. « Tu as un vrai talent, Léa », a-t-il dit. « Je vois un brillant avenir pour toi avec nous. » Ces mots m'avaient réchauffé plus que le vin cher que nous partagions. Pour une fois, quelqu'un voyait mon potentiel plutôt que mes défauts. J'ai acheté de petits cadeaux pour tout le monde pendant mon temps libre limité, choisissant une écharpe en soie pour maman, des bières artisanales pour mes frères, et un stylo de marque pour ma sœur. De petits témoignages de succès, des offrandes de paix que j'espérais voir combler le fossé entre nous. Dans l'avion du retour, j'imaginais partager mon triomphe lors de la réunion de famille du lendemain. Peut-être que Jackson cesserait enfin de me demander quand je prévoyais d'obtenir un emploi stable. Peut-être que Nathalie arrêterait de me transférer des offres d'emploi pour des postes administratifs dans son cabinet d'avocat. Possiblement, Kevin renoncerait à suggérer que je poursuive un master pour rattraper mes pairs. Par-dessus tout, je fantasmais sur la réaction de maman. Dans mon rêve éveillé, elle souriait avec fierté, racontant à ses amis mon accomplissement, voyant enfin que je traçais ma propre voie, juste sur un chemin différent de celui de mes frères et sœurs. J'étais loin de me douter que mon fantasme de validation familiale se briserait quelques minutes après mon retour, remplacé par un cauchemar que je n'aurais jamais pu anticiper. L'après-midi à Chicago m'a accueilli avec un temps printanier parfait alors que la voiture de mon service de VTC s'éloignait de l'aéroport international O'Hare. Le soleil réchauffait la ville après des semaines de pluie, ce que j'ai pris comme un bon présage. Les cadeaux que j'avais achetés étaient soigneusement rangés dans mon bagage à main, emballés dans du papier de soie de la boutique près de mon hôtel. Mes documents de présentation étaient en sécurité dans mon sac d'ordinateur, y compris le contrat signé qui allait transformer le budget de mon département et, espérons-le, ma trajectoire de carrière. J'ai envoyé un texto à maman pour lui dire que j'avais atterri en toute sécurité et que j'étais en route, mais je n'ai reçu aucune réponse. Ce n'était pas totalement inhabituel, car elle manquait souvent des textos lorsqu'elle était occupée avec son club de jardinage ou les activités de l'église. Pourtant, une petite pointe d'inquiétude m'a traversé. Pendant tout mon voyage, la communication avait été minimale, mes textos de nouvelles étant accueillis par des réponses d'un mot ou rien du tout. À mi-chemin de la maison, mon téléphone a sonné avec le numéro de Jackson affiché à l'écran. Mon frère aîné m'appelait rarement directement, préférant communiquer via notre discussion de groupe familial ou par l'intermédiaire de maman. « Allô » ai-je répondu, la curiosité se mêlant à une légère appréhension. « Où es-tu en ce moment ?» Son ton était sec, professionnel, la même voix qu'il utilisait probablement avec des patients difficiles. Dans une voiture, en direction de la maison depuis l'aéroport. Mon vol a atterri en avance. Est-ce que tout va bien? Une pause s'est étirée entre nous, assez longue pour accélérer mon rythme cardiaque. Maman veut te parler quand tu rentreras. Nous tous. À propos de quoi? Quelqu'un est malade. L'alarme a remplacé la confusion. Rentre à la maison, Léa. Il a raccroché sans plus d'explication. Mon esprit a parcouru les possibilités. Était-il arrivé quelque chose à l'un de mes neveux ou nièces? Maman était-elle malade? Un parent éloigné était-il décédé? Aucun de ces scénarios n'expliquait la froideur dans la voix de Jackson ou pourquoi, nous tous, avions besoin de me parler. J'ai essayé d'appeler Nathalie, puis Kevin, mais aucun n'a répondu. J'ai envoyé des messages à notre discussion de groupe familial demandant ce qui se passait, mais je n'ai vu que des confirmations de lecture, sans aucune réponse. Le dernier message de ma mère,
envoyé la veille au soir, semblait maintenant de mauvais augure rétrospectivement, nous devons discuter de certains changements à ton retour. Le chauffeur a remarqué mon agitation. Tout va bien, mademoiselle? Juste des histoires de famille, ai-je répondu, tentant un sourire qui ressemblait plus à une grimace. Alors que nous tournions dans ma rue, le quartier paisible semblait inchangé. Des enfants jouaient dans les jardins, des couples promenaient leurs chiens, et des retraités s'occupaient des jardins printaniers. Notre modeste maison à 2 étages est apparue, le revêtement bleu et les garnitures blanches aussi familiers que mon propre reflet. Puis je les ai vus. Des sacs poubelles noirs, au moins une douzaine, bordaient l'allée près du portail. 4 silhouettes se tenaient dans le jardin, leur posture raide et hostile. Je les ai reconnus immédiatement, maman dans son tablier de jardinage, Jackson dans ses vêtements décontractés du week-end, Nathalie dans l'une de ses tenues professionnelles impeccables bien que ce soit samedi, et Kevin dans le sweatshirt universitaire qu'il préférait les jours de congé. Vous pouvez vous arrêter ici, ai-je dit au chauffeur, ma voix distante à mes propres oreilles. J'ai payé rapidement, j'ai pris mes bagages et je suis sorti sur le trottoir. Le chauffeur est parti, me laissant exposé devant le front uni de ma famille. Aucun d'eux n'a bougé pour m'aider avec mes sacs. Aucun d'eux n'a souri en guise de bienvenue. Qu'est-ce qui se passe, ai-je demandé en m'approchant lentement. Que sont tous ces sacs? Maman s'est avancée, la bouche pincée en une ligne fine. Tes affaires sont emballées. Il est temps pour toi de trouver ton propre logement. Le monde a basculé sous mes pieds. Quoi? Pourquoi? Nous n'avons jamais discuté de ça. Tu as 25 ans, a-t-elle continué, comme si je n'avais pas parlé. Tous tes frères et sœurs étaient autonomes à 23 ans. Tu as abusé de notre hospitalité. Jackson a hoché la tête en signe d'accord. Il est temps que tu apprennes la responsabilité. L'ironie de sa déclaration aurait pu me faire rire dans d'autres circonstances. Je payais un loyer, m'occupais des tâches ménagères, travaillais à temps plein et progressais dans ma carrière. Selon toute définition raisonnable, j'étais déjà responsable. C'est de la folie, ai-je dit, regardant de visage en visage, cherchant le moindre signe de chaleur ou d'explication. Je reviens tout juste d'un voyage d'affaires. Je n'ai nulle part où aller. Tu aurais dû mieux planifier, a interjeté Nathalie, vérifiant sa montre comme si mon sans-abrisme la mettait en retard pour un rendez-vous. Nous avons tous réussi à trouver des appartements juste après l'université. Avec le cautionnement des parents et une aide pour l'apport personnel, lui ai-je rappelé, la colère commençant à percer mon choc. Et des salaires de départ nettement plus élevés dans des professions établies. Des excuses, a dit Kevin en secouant la tête. Tu as eu 3 ans pour trouver une solution. Je me suis tourné vers maman, espérant trouver une explication dans son expression. Pourquoi maintenant? Pourquoi aujourd'hui, sans aucun avertissement? Cela fait des mois que je te fais des allusions sur le fait que tu devrais déménager, a-t-elle répondu. Tu as choisi de ne pas écouter. Faire des allusions, ce n'est pas la même chose que donner un préavis, ma voix s'est élevée malgré mes efforts pour rester calme. Les gens normaux discutent des décisions importantes. Ils n'emballent pas les affaires de quelqu'un pendant qu'il est absent pour lui tendre une embuscade à son retour. Ne lève pas la voix sur ta mère, a averti Jackson en s'approchant. L'absurdité de la situation m'a frappé d'un seul coup. On me faisait la leçon sur le respect tout en me traitant avec un manque de respect absolu. Ma famille avait attendu que je sois hors de la ville pour emballer mes possessions dans des sacs poubelles et m'expulser sans avertissement ni discussion. De quoi s'agit-il vraiment, ai-je demandé, me souvenant soudain de conversations surprises entre maman et Nathalie sur la valeur immobilière de notre quartier. Vous vendez la maison? Une lueur de surprise a traversé le visage de ma mère avant qu'elle ne se ressaisisse. Mes décisions financières ne te regardent pas, elles me regardent si elles impliquent de me rendre sans abri sans préavis. Tu n'es pas sans abri, a dit Nathalie avec une patience exagérée. Tu as un travail. Trouve un appartement comme tout le monde. Sans référence, sans temps pour économiser pour un dépôt de garantie, sans avertissement? Je les ai regardés tour à tour. Vous vous entendez? Qui traite sa famille de cette façon? Nous faisons cela pour ton bien, a insisté maman. Tu dois te débrouiller seul. En me coupant l'herbe sous le pied, ai-je rétorqué. Un voisin qui promenait son chien a ralenti en passant, fixant ouvertement notre confrontation. Mon humiliation s'est approfondie en voyant cette trahison familiale être observée par d'autres. C'est ridicule, ai-je dit en baissant la voix. Allons à l'intérieur et discutons de cela comme des adultes.
Il n'y a rien à discuter, a répondu maman. La décision a été prise. Sans aucune contribution de ma part, la personne la plus affectée. Ta contribution a été ton incapacité continue à prendre ton envol, a dit Kevin. Nous en avons tous discuté et sommes d'accord que c'est nécessaire. Cette déclaration a atterri comme un coup physique. Ils avaient discuté de moi, m'avaient jugé, et avaient déterminé mon sort à mon insu et sans ma participation. Les cadeaux que je leur avais apportés m'ont soudain semblé être des pots de vin pathétiques pour une affection qui avait déjà été retirée. Quand avez-vous emballé tout ça, ai-je demandé en désignant les sacs poubelles. Hier, a répondu maman. Jackson et Kevin ont aidé. Le moment n'était pas une coïncidence. Ils avaient délibérément attendu que je sois absente, incapable de défendre mon espace ou ma position dans la famille. Et qu'est-ce que je suis censé faire maintenant? Où suis-je censé aller ce soir? Tu devrais avoir des amis chez qui tu peux rester, a suggéré Nathalie, bien que son ton implique qu'elle doutait que j'en ai. Ou prends un hôtel, a ajouté Jackson. Tu reviens juste de New York. Tu peux sûrement te permettre une chambre pour quelques nuits. Il ne savait pas que l'entreprise avait payé mon logement à New York ou que mes modestes économies étaient destinées à des frais de déménagement que j'avais prévu de discuter avec maman le moment venu. Puis-je au moins entrer et trier ces sacs? Je doute que vous ayez su ce qui était important quand vous avez emballé. Tout est là, a dit fermement maman. Ta chambre a été vidée. La finalité de sa déclaration m'a noué l'estomac. Il m'avait effacé de la maison pendant mon absence, comme si je n'y avais jamais appartenu. Nous savions que tu réagirais de cette façon, a dit Jackson. C'est pour ça que nous l'avons fait pendant que tu étais parti. Vous voulez dire pourquoi vous avez attendu que je ne sois pas là pour me défendre? Ce n'est pas un comportement d'adulte responsable. C'est lâche. Le visage de maman s'est empourpré de colère. Ne nous parle pas de cette façon après tout ce que j'ai fait pour toi. Qu'avez-vous fait exactement pour moi dernièrement? Maman me faisait payer un loyer, me faisait faire la plupart des tâches ménagères, critiquait mes choix de carrière, et me comparait défavorablement à mes frères et sœurs à chaque occasion. Espèce de petite ingrate, a-t-elle commencé. Ingrate, les jeux coupés. Je n'ai été que reconnaissante. Je vous ai remercié, aidé, soutenu émotionnellement et financièrement. J'ai avalé chaque critique, enduré chaque comparaison, et je me suis toujours présenté avec amour et respect. La façade de l'unité familiale a commencé à se fissurer alors que ma mère se tournait vers Jackson. Je t'avais dit qu'elle rendrait les choses difficiles. Rendre quoi difficile, exactement, ai-je insisté. Pourquoi maintenant? Pourquoi cette urgence? Pourquoi des sacs poubelles au lieu de cartons appropriés? Pourquoi ce public? J'ai fait un geste vers mes frères et sœurs. Kevin s'est agité mal à l'aise, le premier signe qu'il n'était peut-être pas totalement engagé dans ce plan. Maman vend la maison, a-t-il admis. Kevin, a sifflé Nathalie. Elle mérite de le savoir, a-t-il répondu. La vérité a émergé par fragments alors qu'ils se disputaient entre eux. Maman avait reçu une offre pour la maison bien au-dessus de la valeur marchande. Les acheteurs voulaient une occupation immédiate. Plutôt que de discuter de cela avec moi, elle avait décidé avec mes frères et sœurs que ma part de tout héritage ou produit de la vente serait réduite pour compenser mon séjour prolongé à la maison. Donc c'est une question d'argent, ai-je dit, les pièces du puzzle s'emboîtant. Vous me mettez dehors pour vendre la maison, et vous ne voulez pas que je réclame ma part. Tu n'as pas contribué à l'hypothèque, a argumenté Nathalie. J'ai payé un loyer pendant 3 ans, ai-je rétorqué. Où est allé cet argent sinon pour les dépenses du ménage? Ton loyer couvrait à peine ta nourriture et tes charges, a rejeté maman. Et qu'en est-il du testament de papa, ai-je demandé. Il nous a laissé la maison à nous tous. J'étais peut-être jeune quand il est mort, mais je me souviens de l'avocat expliquant cela. Des regards embarrassés se sont échangés entre eux. Ils avaient espéré que je ne m'en souviendrais pas ou que je ne ferais pas valoir mes droits légaux. Tu poursuivrais ta propre mère en justice, a demandé Jackson, incrédule. Vous déshériteriez votre propre fille, ai-je riposté. Nous étions dans une impasse, debout dans le jardin devant des voisins qui faisaient semblant de ne pas regarder. 3 ans de ressentiment accumulés ont débordé alors que je disais enfin ce que j'avais ravalé depuis trop longtemps. Vous n'avez jamais respecté mes choix ni ne m'avez vu comme une adulte à part entière. Vous m'avez utilisé comme main-d'œuvre gratuite, soutien émotionnel, et cible commode pour votre déception, et maintenant vous vous débarrassez de moi quand c'est financièrement pratique. Personne n'a nié ces accusations.
Leur silence confirmait chaque insécurité que j'avais nourrie sur ma place dans la famille. En ce moment de clarté, j'ai pris une décision qui allait changer le cours de ma vie. J'ai marché jusqu'à ma voiture, qui heureusement était garée dans la rue pendant mon voyage, et j'ai ouvert le coffre. « Qu'est-ce que tu fais ?» a exigé maman. « Je pars », ai-je répondu simplement. « N'est-ce pas ce que vous voulez ?» Un par un, j'ai chargé les sacs poubelles dans ma voiture, reconnaissante de conduire une voiture à haillons avec des sièges arrière rabattables. Les sacs contenaient toute ma vie, vêtements, livres, appareils électroniques, souvenirs, des choses emballées sans soin ni souci de leur importance. Quand la voiture a été pleine, je me suis tourné pour leur faire face une dernière fois. Ils se tenaient ensemble, une unité dont j'avais toujours été subtilement exclu. Vous savez, je viens de décrocher le plus gros client de l'histoire de notre agence. J'étais sur le point d'être promu. J'ai apporté des cadeaux pour vous tous pour fêter ça. J'ai ri doucement de ma propre naïveté. Je pensais vraiment que vous seriez fiers de moi. Léa, a commencé Kevin, une pointe de regret dans la voix. Non, les jeux coupés. Vous avez tous clairement exprimé votre position. Je ne resterai pas là où je ne suis ni désiré ni valorisé. À leur grande surprise, j'ai souri. Pas de bonheur, mais de la légèreté soudaine de n'avoir plus rien à perdre. Au revoir, ai-je dit en montant dans ma voiture. J'espère que l'argent en vaut la peine. Je suis parti sans regarder en arrière, les larmes brouillant ma vision alors que je parcourais des rues familières qui semblaient soudainement étrangères. Mon téléphone a commencé à vibrer de messages, probablement ma famille réalisant les implications de leurs actions, mais je les ai ignorés. Sans plan et nulle part où aller, j'ai appelé la seule personne en qui j'avais une confiance absolue, ma colocataire de l'université, Zoé. Entre des sanglots étouffés, j'ai expliqué la situation. « Viens ici maintenant », a-t-elle dit sans hésitation. « Tu peux rester aussi longtemps que tu en as besoin. » Zoé vivait dans un appartement à 30 minutes de là avec son petit ami, Tyler. Quand je suis arrivé, ils m'ont aidé à décharger ma voiture sans jugement ni question, aménageant leur chambre d'amis en un sanctuaire temporaire. Cette première nuit a été le point le plus bas. Recroquevillé sur un lit inconnu, entouré de sacs poubelles que je ne pouvais me résoudre à déballer, j'ai oscillé entre le choc, le chagrin et la rage. Mon téléphone continuait de vibrer de messages, que Zoé a fini par me convaincre de lire. Ils étaient comme prévu. Maman insistait sur le fait que je surréagissais. Jackson me faisait la morale sur la responsabilité. Nathalie m'envoyait des liens vers des annonces d'appartements bien au-dessus de mon budget. Seul Kevin exprimait un certain regret sur la méthode, mais pas sur la décision elle-même. Ces gens sont toxiques, a déclaré Zoé après avoir lu les messages. Tu as besoin de prendre tes distances avec eux tous. C'est quand même ma famille, ai-je dit faiblement. La famille ne se traite pas de cette façon, a interjeté Tyler. Ce qu'ils ont fait, c'est de la violence psychologique. Bien que le terme m'ait semblé extrême sur le moment, la validation de perspectives extérieures m'a aidé à voir la situation plus clairement. Ce qui s'était passé n'était pas normal. Ce n'était pas de ma faute. Et peut-être le plus important, je n'avais pas à l'accepter. Cette nuit-là, j'ai pris 2 décisions. Je construirais une nouvelle vie entièrement indépendante de ma famille, et je ne mesurerais plus jamais ma valeur à travers leur approbation. Alors que je finissais par m'endormir aux petites heures du matin, un étrange sentiment de possibilité a vacillé sous la douleur. Pour la première fois de ma vie d'adulte, j'étais vraiment libre de me définir selon mes propres termes. La première semaine après avoir été forcé de partir a été un enchaînement confus de défis pratiques. Zoé et Tyler ont insisté pour que je reste aussi longtemps que nécessaire, mais je savais que leur appartement d'une chambre était trop petit pour 3 adultes à long terme. Leur générosité m'a donné le temps de trouver un autre logement sans me précipiter dans une mauvaise situation. Pendant mes pauses déjeuner au travail, j'ai épluché les annonces d'appartements, découvrant rapidement que le marché locatif de Chicago était encore plus compétitif que je ne le craignais. La plupart des endroits exigeaient une preuve de revenu 3 fois supérieure au loyer mensuel, un crédit parfait, le premier et le dernier mois de loyer plus un dépôt de garantie, et des références de propriétaires que je n'avais pas. Mes modestes économies, qui semblaient substantielles lorsque je vivais à la maison, couvraient à peine les frais initiaux pour obtenir un logement. Après 10 jours de recherche, j'ai trouvé un minuscule studio dans un quartier moins désirable avec un propriétaire prêt à accepter un dépôt de garantie plus important en lieu et place d'un historique de location. L'appartement n'avait rien à voir avec la maison confortable que j'avais quittée. La peinture s'écaillait dans les coins, les appareils électroménagers étaient démodés,
et des bruits étranges s'infiltraient à travers les murs fins à toute heure. Mais c'était à moi, un espace où personne ne pouvait emballer mes affaires ou remettre en question mes choix. Emménager a mis en évidence le peu de choses que je possédais réellement. Ma famille avait emballé mes effets personnels mais aucun des articles ménagers nécessaires à une vie indépendante. Je n'avais ni vaisselle, ni serviettes, ni produits de nettoyage, ni meubles autres que mon ensemble de chambres à coucher. Nous allons faire une pendaison de crémaillère, a déclaré Zoé, en m'aidant à déballer mes vêtements dans l'unique placard de l'appartement. Chacun apporte quelque chose d'utile au lieu de babioles décoratives. Fidèle à sa parole, elle a organisé une petite réunion d'amis de l'université et de connaissances du travail. Ils sont arrivés avec des meubles d'occasion, des essentiels de cuisine et des articles ménagers. À la fin de la soirée, mon appartement s'était transformé d'une coquille vide en un espace de vie basique mais fonctionnel. Ce n'est pas grand-chose, me suis-je excusé alors que nous étions assis sur des chaises dépareillées à manger de la pizza dans des assiettes en carton. C'est un début, a corrigé mon ami Amber. Et tu l'as fait sans leur aide. La réalité financière m'a frappé de plein fouet ce premier mois. Après avoir payé le loyer, les charges, les factures d'épicerie et les frais de transport, mon salaire auparavant adéquat ne laissait presque rien pour les économies ou les urgences. J'ai créé des feuilles de calcul pour suivre chaque dépense, planifié méticuleusement mes repas et appris quelles épiceries offraient les meilleurs prix sur les produits essentiels. Le travail est devenu mon encre et mon salut. Le lundi après avoir été forcé de partir, je suis arrivé tôt au bureau, je me suis jeté à corps perdu dans la finalisation de la campagne du client de New York et j'ai canalisé tout mon tumulte émotionnel dans l'énergie créative. Mon patron l'a remarqué. Tu as fait des heures sérieuses, a-t-il commenté 2 semaines plus tard. La présentation de New York était excellente, et ton suivi a été impeccable. Merci, ai-je répondu simplement, sans mentionner le chaos personnel derrière mon dévouement professionnel. Nous restructurons l'équipe, a-t-il poursuivi. J'aimerais que tu diriges la division du marketing numérique. Cela s'accompagne d'une augmentation de 15% et de plus de responsabilités. La promotion n'aurait pas pu arriver à un meilleur moment. Le revenu supplémentaire ne me rendrait pas riche, mais il soulagerait l'anxiété financière constante de la vie en solo. Plus important encore, il validait mon parcours professionnel, celui-là même que ma famille avait jugé inadéquat. Alors que ma vie professionnelle s'épanouissait, je luttais sur le plan émotionnel. Des cauchemars de sans-abrisme perturbaient mon sommeil. Des bruits inattendus dans mon nouvel immeuble déclenchaient des réactions de panique. Des problèmes de confiance teintaient mes interactions avec mes collègues et mes amis. Tu devrais parler à un professionnel, a suggéré Zoé lors d'un de nos cafés hebdomadaires. La thérapie coûte cher, ai-je rétorqué. Le coût émotionnel d'un traumatisme aussi, a-t-elle répondu. Ton nouveau travail a une assurance maladie, n'est-ce pas? Elle m'a aidé à naviguer sur le portail de l'assurance pour trouver des thérapeutes qui acceptaient ma couverture. La femme que j'ai finalement choisie était spécialisée dans l'éloignement familial et les enfants adultes de parents contrôlants. Notre première séance a ouvert des vannes dont je n'avais pas réalisé qu'elles retenaient un océan de douleur. Ce que votre famille a fait n'était ni normal ni acceptable, a affirmé ma thérapeute. Expulser quelqu'un sans préavis est légalement discutable, même en famille. Le faire pendant votre absence montre une préméditation et un manque fondamental de respect. Les séances de thérapie hebdomadaires m'ont aidé à reconnaître les schémas de manipulation émotionnelle qui avaient défini mes relations familiales. J'ai appris des concepts comme le bouc émissaire, les enfants modèles et l'amour conditionnel. Lentement, j'ai commencé à reconstruire mon estime de soi, séparément de l'approbation familiale. Les compétences pratiques sont devenues un autre centre d'intérêt de ma nouvelle indépendance. Je n'avais jamais eu besoin de gérer certains aspects de la vie d'adulte en vivant à la maison. Maintenant, j'apprenais par moi-même les bases de la plomberie, comment démarrer une voiture avec des câbles, des techniques de cuisine simples et des réparations domestiques. Chaque nouvelle compétence ressemblait à une petite victoire, la preuve que je pouvais survivre et même m'épanouir seul. 3 mois après avoir déménagé, j'ai rencontré mon frère Kevin dans un café du centre-ville. La rencontre était accidentelle, inconfortable et révélatrice. Tu as l'air en forme, a-t-il dit maladroitement après que nous nous soyons tous les deux figés en nous reconnaissant. Comment vas-tu? Je vais bien, ai-je répondu sincèrement. Je travaille beaucoup. J'ai été promu. C'est super. Il a hésité. Maman a demandé de tes nouvelles. Vraiment? Étrange façon de montrer de l'inquiétude, en coupant tout contact.
C'est toi qui as coupé le contact, a-t-il corrigé. Tu as arrêté de répondre aux messages. Après avoir été mise à la porte sans préavis? Oui, c'est vrai. Nous sommes restés dans un silence inconfortable, tenant nos tasses de café comme des boucliers. Elle veut que tu viennes dîner dimanche, a-t-il finalement dit. Pour discuter. À quelles conditions? Que veux-tu dire? Reconnaît-elle que ce qu'elle a fait était mal? S'excuse-t-elle, ou s'attend-elle à ce que je fasse comme si rien ne s'était passé et que je reprenne la même relation dysfonctionnelle? Son expression a répondu à mes questions. Il n'y aurait ni reconnaissance, ni excuse, ni changement. Je ne peux pas faire ça, Kevin. Je ne suis pas la même personne qui est partie il y a 3 mois. C'est quand même ta mère, a-t-il insisté. Oui, ai-je convenu. Et je suis toujours sa fille. Cela ne l'a pas empêché de me traiter comme si je ne comptais pour rien. Alors que nous nous séparions, il semblait troublé, voyant peut-être notre dynamique familiale sous un nouvel angle. Cette brève rencontre a renforcé ma résolution de maintenir des limites, même si elle a rouvert des blessures à peine cicatrisées. Le chemin à parcourir n'était ni droit ni facile. Certains jours, je me sentais forte de mon indépendance. D'autres, je m'effondrais sous le poids de l'éloignement de ma seule famille. Mais lentement, délibérément, j'ai construit une vie qui m'appartenait entièrement, meublée de mes choix et régie par mes valeurs. Ce n'était pas la vie que j'avais imaginée, mais elle devenait une vie dont je pouvais être fier. Alors que 3 mois s'étiraient en 4 puis 5, une transformation remarquable a commencé à s'opérer. L'anxiété constante qui avait caractérisé mes premières semaines d'indépendance s'est progressivement estompée, remplacée par une confiance croissante en ma capacité à faire face à tous les défis qui se présentaient. Ma promotion s'est avérée être un tournant professionnel. Diriger la division du marketing numérique signifiait une plus grande visibilité au sein de l'entreprise et un contact direct avec les clients. J'ai assemblé une équipe petite mais efficace, mis en œuvre de nouvelles stratégies d'analyse et fourni des résultats constants qui ont impressionné à la fois les clients et la direction. Votre campagne a augmenté l'engagement de 40%, a noté notre PDG lors d'une évaluation trimestrielle. C'est un travail impressionnant, Léa. La reconnaissance, exprimée devant toute l'équipe de direction, m'a semblé plus valorisante que toute l'approbation familiale que j'avais jamais recherchée. Mes collègues voyaient ma valeur sans le prisme déformant de l'histoire familiale ou de la comparaison. Avec la stabilité financière sont venues des améliorations pratiques. J'ai échangé ma voiture d'occasion peu fiable contre un modèle plus récent avec une garantie. À l'approche du renouvellement de mon bail, j'ai trouvé un appartement plus agréable dans un quartier plus sûr, avec plus de lumière naturelle et un petit balcon où je pouvais faire pousser des herbes et des fleurs. Le processus d'ameublement de mon nouvel espace est devenu un exercice de découverte de soi. Libéré des préférences esthétiques de ma mère et des opinions de mes frères et sœurs, je pouvais enfin explorer mes propres goûts. J'ai découvert un amour pour le design moderne du milieu du siècle, les couleurs vives et les espaces fonctionnels. Chaque pièce que je choisissais, qu'elle soit neuve ou d'occasion, reflétait mon identité émergente. Cet endroit te ressemble, a commenté Zoé lorsqu'elle a visité l'appartement fraîchement décoré. Ton ancienne chambre, jamais. Elle avait raison. Ma chambre d'enfant était restée figée dans l'adolescence, tandis que mon espace chez maman avait semblé temporaire malgré 3 ans de résidence. Cet appartement, bien que loué, était le premier foyer qui exprimait vraiment qui j'étais en train de devenir. Mes liens sociaux se sont étendus au-delà de mon petit cercle d'amis de l'université. J'ai rejoint un club de lecture, fait du bénévolat dans une banque alimentaire locale et accepté des invitations à des événements professionnels que j'aurais évités auparavant. Grâce à ces activités, j'ai rencontré des gens qui ne me connaissaient que tel que j'étais maintenant, pas comme la déception de la famille ou la Benjamin Choyer. Parmi ces nouvelles connaissances se trouvait Daniel, un graphiste qui collaborait avec mon équipe marketing sur des projets clients. Notre relation professionnelle a évolué en amitié, puis en une romance prudente. Contrairement aux relations précédentes menées sous le regard scrutateur de ma mère, ce lien s'est développé à son propre rythme, libre de toute pression ou jugement extérieur. Parle-moi de ta famille, a demandé Daniel lors de notre 3e rendez-vous. C'est compliqué, ai-je répondu, puis j'ai partagé la version condensée des événements récents. Sa réponse a été d'une franchise rafraîchissante. Ils ont l'air toxiques. Je suis désolé que tu aies vécu ça. Aucune défense de la loyauté familiale, aucune suggestion que j'ai dû faire quelque chose pour mériter un tel traitement, aucune pression pour me réconcilier, juste une simple validation de mon expérience et de mes sentiments.
Les relations familiales saines de Daniel m'ont finalement offert une fenêtre sur ce à quoi pouvaient ressembler des dynamiques familiales fonctionnelles. Les dîners du dimanche chez ses parents m'ont montré le désaccord respectueux, le soutien inconditionnel et un intérêt sincère pour la vie des autres. Le contraste avec ma propre famille était à la fois douloureux et éclairant. Mes séances de thérapie ont évolué de la gestion de crise à une guérison plus profonde et une croissance personnelle. Avec un accompagnement professionnel, j'ai examiné les schémas de mon enfance, reconnu des mécanismes d'adaptation malsains et développé des stratégies pour fixer des limites dans toutes mes relations. Vous avez fait des progrès remarquables, a observé ma thérapeute après une séance particulièrement perspicace. Vous êtes en train de briser des schémas générationnels. Le commentaire m'a profondément touché. Peut-être que la victoire la plus significative n'était pas un succès extérieur mais un changement intérieur, la capacité de reconnaître et de rejeter les dynamiques dysfonctionnelles qui avaient façonné ma famille pendant des générations. Ce changement psychologique s'est manifesté de manière inattendue. Je suis devenu plus affirmé au travail, proposant des campagnes audacieuses et défendant mes idées avec confiance. J'ai développé des limites plus claires avec mes amis, n'acceptant plus des plans qui drainaient mon énergie ou violaient mes valeurs. J'ai poursuivi des intérêts que j'avais précédemment abandonnés parce qu'ils ne répondaient pas à l'approbation familiale, redécouvrant mon amour pour la photographie et l'écriture créative. J'ai également pris la difficile décision de bloquer toute communication de ma mère et de mes frères et sœurs aînés. Après des mois de textos allant de la culpabilisation à l'hostilité ouverte, j'ai reconnu que chaque interaction remettait à zéro ma guérison émotionnelle. Kevin restait l'exception, car ses messages avaient évolué de tactiques de pression familiale à des tentatives de connexion indépendantes, sincères bien que maladroites. 5 mois après avoir été forcé de partir, j'ai assisté à une conférence sur le marketing où j'ai retrouvé de manière inattendue Madame Reynolds, ma professeure de journalisme au lycée. Elle avait toujours encouragé mon écriture et ma pensée créative lorsque d'autres adultes se concentraient uniquement sur mes performances scolaires par rapport à mes frères et sœurs. Léa Harrison, quel plaisir de te voir, m'a-t-elle salué chaleureusement. Tu es toujours dans le marketing. Notre conversation autour d'un café a révélé qu'elle avait toujours vu en moi un potentiel que ma famille avait manqué ou rejeté. Sa croyance en mes capacités avait été sincère plutôt que conditionnelle, une expérience rare dans mes années de formation. Tu as toujours eu une perspective unique, m'a-t-elle dit. Je ne suis pas surprise que tu aies trouvé le succès selon tes propres termes. Cette rencontre fortuite m'a inspiré à tendre la main à d'autres personnes qui pourraient vivre un éloignement familial ou lutter avec l'indépendance. J'ai lancé un blog partageant des conseils pratiques pour les jeunes adultes qui s'établissent sans soutien familial, couvrant des sujets allant de la budgétisation à la résilience émotionnelle. Le blog m'a connecté à une communauté en ligne de personnes ayant des expériences similaires. Les commentaires et les messages ont afflué de lecteurs qui ont trouvé une validation dans mon histoire et de l'espoir dans mes progrès. Ce qui avait commencé comme une catharsis personnelle a évolué en une plateforme significative de soutien mutuel et de conseils pratiques. Votre article sur les stratégies pour faire face aux fêtes m'a littéralement aidé à traverser Noël, a écrit une lectrice. Pour la première fois, je ne me suis pas senti coupable de protéger ma paix. En aidant les autres, j'ai continué ma propre guérison. Le blog a créé un espace pour traiter mes expériences par l'écriture, a transformé des souvenirs douloureux en leçons utiles, et m'a entouré d'une communauté qui comprenait sans explication. Alors que le 6e mois de mon indépendance forcée approchait, j'ai réalisé que la famille qui m'avait rejeté m'avait involontairement offert le plus grand des cadeaux, l'opportunité de découvrir ma force, de remodeler mon identité et de construire une vie alignée sur mon moi authentique. Le voyage avait été douloureux, mais la destination s'avérait valoir chaque étape difficile. Exactement 6 mois après avoir trouvé mes affaires dans des sacs poubelles, mon téléphone a commencé à vibrer de notifications. Des messages de ma mère ont afflué, d'abord 1, puis 5, puis des dizaines d'autres tout au long de la journée. Le soir, j'avais reçu exactement 60 textos de sa part, allant des accusations aux supplications. Où es-tu? Pourquoi ne réponds-tu pas? Après tout ce que j'ai fait pour toi. J'ai besoin de te parler. C'est une urgence. S'il te plaît, appelle-moi. Le dernier message, envoyé à 23h30, avait un ton différent, j'ai fait une erreur. J'ai besoin de ton aide. Contre l'avis de ma thérapeute et mon propre bon sens, je les ai tous lus. Quelque chose s'était clairement passé, quelque chose d'assez important pour briser la fierté et le déni de ma mère. Malgré tout, une lueur d'inquiétude a vacillé sous mes défenses soigneusement construites. J'ai appelé Kevin le lendemain matin, choisissant le frère qui avait montré au moins un regret minimal sur la façon dont les événements s'étaient déroulés.
Qu'est-ce qui se passe avec maman, ai-je demandé quand il a répondu. Son lourd soupir a traversé le téléphone. Elle a tout perdu. L'histoire a émergé par fragments, chacun plus incroyable que le précédent. Maman avait en effet vendu la maison familiale, recevant une somme substantielle qui aurait dû assurer sa retraite. Au lieu d'investir judicieusement, elle avait confié la totalité du montant à un conseiller financier présenté par une connaissance de l'église. C'était une arnaque, a expliqué Kevin. Le type a disparu avec son argent et les économies d'au moins 10 autres victimes. C'est terrible, ai-je dit, sincèrement compatissante malgré notre histoire. Mais pourquoi me contacter maintenant? Où sont Jackson et Nathalie? Une autre pause. Il ne lui parle plus. Quoi? Pourquoi? Elle nous avait promis à chacun une part du produit de la vente de la maison. Jackson avait déjà versé un acompte sur une propriété de vacances sur la base de cette promesse. Nathalie avait prévu une rénovation de sa maison. Et toi? J'étais plus prudent, a-t-il admis. Mais je suis quand même en colère. Elle a pris des décisions sans consulter aucun de nous, puis a tout perdu. L'ironie ne m'a pas échappé. Ma mère m'avait exclu des décisions concernant ma propre situation de vie et ressentait maintenant le contre-coup d'un traitement similaire de la part de ses autres enfants. Il y a plus, a poursuivi Kevin à contre-cœur. Elle n'a nulle part où vivre. Les nouveaux propriétaires ont pris possession de la maison la semaine dernière. Elle a séjourné dans un motel, mais ses fonds s'épuisent. Où s'attend-elle à aller? Elle a mentionné ton nouvel appartement. Une vague glaciale d'incrédulité m'a envahi. Après m'avoir mise à la porte sans préavis, le plan de ma mère était d'emménager avec moi. L'audace était à couper le souffle. Il n'en est pas question, ai-je dit fermement. Je sais, a convenu Kevin, me surprenant. Ce serait déraisonnable après tout ça. Mais elle a besoin de quelque chose, Léa. C'est quand même notre mère. La situation m'a forcé à affronter des questions complexes sur l'obligation, le pardon et les limites. Que devais-je à la femme qui m'avait élevé mais aussi trahi? Pouvais-je aider sans sacrifier l'indépendance saine que j'avais construite? Était-il possible de faire preuve de compassion sans encourager des schémas toxiques? Après avoir consulté ma thérapeute, j'ai accepté de rencontrer ma mère dans un café, un lieu neutre où je pourrais partir si nécessaire. Daniel a proposé d'attendre à proximité, offrant à la fois un soutien moral et un plan de secours si les choses devenaient trop intenses. Ma mère avait l'air diminué quand elle est arrivée, sa posture confiante remplacée par un dos voûté et nerveux. Les vêtements de marque et le maquillage parfait qui avait été son uniforme étaient échangés contre une tenue décontractée et un maquillage minimal. Elle avait vieilli de plusieurs années en quelques mois. Merci d'être venue, a-t-elle commencé, ses mains agrippant sa tasse de café. Je ne pensais pas que tu viendrais. J'ai failli ne pas venir, ai-je répondu honnêtement. Nous sommes restés assises dans un silence inconfortable, le poids de notre histoire pesant entre nous. J'ai tout perdu, a-t-elle finalement dit. La maison, l'argent, tout. Kevin me l'a dit. Jackson et Nathalie ne me parlent plus. Ils disent que je les ai trahis. J'ai hoché la tête, reconnaissant sa douleur sans en accepter la responsabilité. J'ai besoin d'aide, Léa. Sa voix s'est brisée. Je n'ai nulle part où aller. La demande flottait dans l'air, non formulée mais claire. Elle s'attendait à ce que moi, l'enfant qu'elle avait rejeté, je la sauve. 6 mois plus tôt, j'aurais peut-être accepté immédiatement, désespéré d'obtenir son approbation et une chance de prouver ma valeur. Maintenant, je voyais la situation avec une clarté douloureuse. Comprends-tu ce que tu m'as fait, ai-je demandé doucement. Elle a cligné des yeux, clairement non préparée à cette réponse. J'essayais de t'aider à devenir indépendante. En me mettant à la porte sans avertissement? En emballant mes affaires dans des sacs poubelles pendant que j'étais absente? En me tendant une embuscade avec toute la famille comme témoin de mon humiliation? J'ai peut-être mal géré la situation, a-t-elle concédé, mais mes intentions étaient bonnes. Tes intentions? J'ai ri sans humour. Tu as vendu la maison sans me le dire. Tu prévoyais de réduire mon héritage. Tu m'as traité comme un inconvénient plutôt que comme ta fille. Des larmes ont rempli ses yeux. J'ai fait des erreurs. Oui, ai-je convenu. Tu en as fait. Et maintenant tu fais face aux conséquences, tout comme j'ai dû faire face aux conséquences de tes actions il y a 6 mois. Alors tu ne m'aideras pas? L'indignation s'est glissée dans son ton. Après tout ce que j'ai sacrifié pour t'élever.
Je n'ai pas dit ça, l'ai-je corrigé. Je suis prête à aider, mais à mes conditions, pas aux tiennes. J'ai exposé les limites que j'avais soigneusement réfléchies avec l'aide de ma thérapeute. Je l'aiderai à trouver un logement abordable pour personnes âgées et je contribuerai un montant mensuel modeste à ses dépenses. Je ne lui permettrai pas d'emménager avec moi, de m'emprunter de l'argent directement, ou de reprendre la relation de contrôle du passé. C'est ton idée de l'aide, a-t-elle demandé, incrédule. C'est ce que je peux offrir tout en me respectant, ai-je répondu. C'est à prendre ou à laisser. Notre conversation s'est poursuivie pendant près de 2 heures, oscillant entre accusations, justifications, larmes et pas timides vers la compréhension. Ma mère luttait pour accepter que notre relation avait fondamentalement changé, que son autorité avait été définitivement diminuée par ses propres actions. Je n'aurais jamais pensé que tu serais si dur, a-t-elle dit à un moment donné. Je n'aurais jamais pensé que j'aurais besoin de l'être, ai-je rétorqué. Mais nous en sommes là. À la fin de notre rencontre, nous étions parvenus à un accord précaire. Je ferai des recherches sur les options de logement et l'aiderai avec le processus de demande. Elle assisterait à des séances de thérapie familiale avec moi comme condition d'un soutien continu. Aucune de nous n'était entièrement satisfaite, mais c'était un point de départ qui maintenait mes limites tout en reconnaissant notre lien. Alors que nous nous préparions à partir, elle a posé la question qui révélait à quel point elle avait peu compris mon parcours. Quand les choses reviendront-elles à la normale entre nous? Je l'ai regardée directement, avec compassion mais une honnêteté inébranlable. Elles ne reviendront pas. Cette version de notre relation n'existe plus. Nous pourrons peut-être construire quelque chose de nouveau, de plus sain, mais nous ne pouvons pas revenir en arrière. Son visage s'est décomposé, la réalité d'un changement permanent s'imposant enfin. À ce moment-là, j'ai senti un changement inattendu en moi. La colère qui m'avait alimenté pendant des mois n'a pas disparu, mais elle a relâché son emprise sur mon cœur. Je pouvais voir ma mère non pas comme la figure toute-puissante de mon enfance, mais comme un être humain imparfait dont les mauvais choix lui avaient coûté cher. Cette reconnaissance n'excusait pas ses actions ni n'effaçait le mal qu'elle avait causé. Elle me permettait simplement de répondre depuis une position de force plutôt que de douleur réactive. Je pouvais offrir une aide appropriée sans sacrifier la vie saine que j'avais construite, un équilibre qui aurait été impossible 6 mois plus tôt. Alors que je m'éloignais du café, Daniel s'est mis à marcher à côté de moi. Comment ça s'est passé? Exactement aussi difficile que je m'y attendais, ai-je répondu. Mais aussi nécessaire. Ça va? J'ai réfléchi attentivement à la question. Pas encore, mais ça ira. Ce soir-là, j'ai reçu des messages de Jackson et de Nathalie pour la première fois en des mois. La nouvelle de ma rencontre avec maman s'était répandue, ainsi que mon offre d'assistance limitée. Leurs textos ne contenaient aucune excuse pour leur rôle dans mon expulsion, seulement des tentatives à peine voilées de sonder la situation financière de ma mère et mon implication dans celle-ci. J'ai laissé les 2 messages sans réponse, les reconnaissant comme la continuation de schémas malsains plutôt que comme de véritables tentatives de réconciliation. Certaines relations pourraient potentiellement guérir avec le temps et les efforts. D'autres pourraient devoir rester distantes pour mon bien-être. Apprendre à faire la distinction entre les deux faisait partie de ma croissance continue. La crise familiale qui avait provoqué 60 messages désespérés n'avait pas abouti à une réconciliation hollywoodienne ou à une résolution nette. Au lieu de cela, elle avait offert quelque chose de plus précieux, la confirmation que les limites que j'avais établies étaient nécessaires et que la vie indépendante que j'avais construite valait la peine d'être protégée. Dans les semaines qui ont suivi notre confrontation au café, j'ai aidé ma mère à naviguer dans le processus complexe de recherche d'un logement abordable pour personnes âgées. L'aide que j'ai fournie était pratique plutôt que financière, recherche d'options, explication des exigences de demande, et parfois la conduire à des rendez-vous. Pin Meadows, l'établissement où elle a finalement emménagé, offrait des appartements indépendants avec des services de soutien optionnels. Le modeste studio était une dégradation significative par rapport à notre maison familiale, mais il offrait sécurité, communauté et un nouveau départ. C'est petit, a-t-elle commenté le jour de l'emménagement, en inspectant la cuisine et le salon compact. Mon premier appartement aussi, lui ai-je rappelé doucement. On s'adapte. Le parallèle ne lui a pas échappé. Pour la première fois peut-être, ma mère faisait l'expérience des défis de repartir de zéro avec des ressources limitées, la situation même dans laquelle elle m'avait plongé sans avertissement ni préparation. Notre relation est restée compliquée, mais la distance forcée a créé un espace pour une guérison progressive. Les séances de thérapie hebdomadaires, auxquelles elle assistait à contre-cœur au début,
sont devenus un environnement structuré pour aborder des schémas de longue date et construire une communication plus saine. Je n'ai jamais réalisé à quel point ma propre éducation avait affecté ma parentalité, a-t-elle admis lors d'une séance particulièrement révélatrice. Ma mère était encore plus contrôlante que moi. Comprendre les origines de son comportement ne l'excusait pas, mais cela fournissait un contexte qui m'a aidé à traiter les expériences de mon enfance. Le traumatisme générationnel avait façonné nos dynamiques familiales de manière que nous n'avions ni reconnu ni abordé. Comme promis, j'ai contribué un montant mensuel modeste à ces dépenses, soigneusement calculé pour fournir le soutien nécessaire sans sacrifier ma propre sécurité financière. L'arrangement a été officialisé par l'intermédiaire de notre thérapeute, établissant des attentes et des limites claires des deux côtés. Mes relations avec mes frères et sœurs ont évolué sur des chemins différents. Kevin et moi avons reconstruit une connexion prudente, nous rencontrant occasionnellement pour un café et maintenant une communication par texto. Il s'est excusé pour son rôle dans mon expulsion, une reconnaissance qui a ouvert la porte à une réconciliation potentielle. J'aurais dû te défendre, a-t-il dit lors d'une de nos rencontres. Je savais que c'était mal. Pourquoi ne l'as-tu pas fait, ai-je demandé, non pas de manière accusatrice mais avec une curiosité sincère. C'était plus facile de suivre le mouvement, a-t-il admis. J'ai toujours fait ce que maman et Jackson pensaient être le mieux, même quand je n'étais pas d'accord. Son honnêteté a révélé des schémas que je reconnaissais de ma propre expérience, les dynamiques complexes qui avaient façonné tous nos choix et réactions. Grâce à nos conversations, nous avons tous deux acquis des aperçus du système familial qui nous avait contraints de différentes manières. Jackson est resté distant, envoyant occasionnellement des vœux de vacances impersonnels ou des annonces familiales, mais ne faisant aucun effort pour une connexion significative. Sa fierté l'empêchait de reconnaître tout acte répréhensible, et je ne me sentais plus obligé de chercher son approbation ou son pardon. Le développement le plus surprenant est venu de Nathalie. 6 mois après l'effondrement financier de notre mère, ma sœur a vécu sa propre crise lorsque son mari a annoncé qu'il voulait divorcer. Soudainement seule avec 2 enfants et un style de vie qu'elle ne pouvait plus maintenir de manière indépendante, elle a acquis une perspective inattendue sur la vulnérabilité et l'indépendance. Je n'ai jamais compris ce que signifiait voir sa vie bouleversée du jour au lendemain, a-t-elle avoué lors d'un appel téléphonique inattendu. Je pense que je comprends maintenant. Notre réconciliation était timide et incomplète, mais elle a ouvert des possibilités que je n'avais pas anticipées. Nous avons commencé à nous voir une fois par mois pour le déjeuner, reconstruisant progressivement la confiance par de petites interactions constantes plutôt que par de grands gestes ou des excuses spectaculaires. Pendant que les relations familiales évoluaient lentement, ma vie professionnelle continuait de s'épanouir. 1 an après la promotion qui avait coïncidé avec mon indépendance forcée, on m'a offert le poste de directrice du marketing, supervisant toutes les campagnes et les relations clients. Le nouveau rôle s'accompagnait d'une augmentation de salaire substantielle, d'options d'achat d'actions et de meilleurs avantages sociaux. Pour la première fois, je me sentais vraiment en sécurité financièrement, capable de construire une stabilité à long terme plutôt que de simplement survivre d'un mois à l'autre. Avec cette sécurité est venue la capacité de poursuivre un rêve que j'avais nourri en privé mais jamais exprimé à ma famille, l'accession à la propriété. En travaillant avec un agent immobilier, j'ai trouvé un petit mais charmant appartement en copropriété dans un quartier diversifié avec un trajet raisonnable vers le centre-ville. Le jour où j'ai reçu les clés, je me tenais seul dans le salon vide, submergé par l'importance du moment. Cet espace était à moi, acheté avec mes gains, choisi selon mes préférences, sécurisé par mon crédit et ma réputation. Personne ne pouvait emballer mes affaires ou exiger que je parte. Personne ne pouvait diminuer cet accomplissement ou me le retirer. J'ai organisé une pendaison de crémaillère pour les amis qui m'avaient soutenu pendant les périodes les plus sombres de l'année précédente. Zoé et Tyler, Daniel, des collègues de travail, des membres de mon groupe de thérapie, et même Kevin étaient présents, remplissant ma nouvelle maison de rire et d'énergie positive. Je propose un toast, a annoncé Zoé en levant son verre. À Léa, qui a transformé des sacs poubelles en une magnifique maison grâce à sa pure détermination et son courage. La référence à la façon dont mon voyage avait commencé à susciter des sourires complices plutôt que des souvenirs douloureux. Ce qui avait été autrefois traumatisant s'était transformé en une histoire d'origine de résilience et de croissance. Alors que ma situation extérieure se stabilisait, j'ai continué le travail intérieur de guérison et de découverte de soi. Avec les encouragements de ma thérapeute, j'ai créé un petit fonds de bourse d'études pour les jeunes adultes sortant du système de placement familial ou quittant des situations familiales difficiles. Les modestes subventions aidaient les bénéficiaires avec les dépôts de garantie,
les vêtements professionnels ou les frais d'études, répondant à des besoins pratiques souvent négligés par les grands programmes. Vous avez transformé votre douleur en une mission, a observé ma thérapeute lorsque j'ai partagé les retours des premiers boursiers. C'est la véritable guérison. L'observation a résonné profondément. La trahison qui avait initialement brisé mon sentiment de sécurité avait finalement révélé des forces que je n'aurais peut-être jamais découvertes autrement. Être forcé de me débrouiller seul m'avait appris que je pouvais non seulement survivre, mais m'épanouir selon mes propres termes. Ma relation avec ma mère ne reviendrait jamais à ce qu'elle avait été, et je ne le voudrais pas non plus. Les dynamiques qui avaient défini notre interaction antérieure étaient fondamentalement malsaines, enracinées dans le contrôle plutôt que dans le respect. Au lieu de cela, nous construisions lentement quelque chose de nouveau, une relation entre adultes avec des limites claires et des attentes réalistes. Lors de notre dernière séance de thérapie de l'année, ma mère a dit quelque chose qui a démontré le chemin que nous avions toutes les deux parcouru. « Je suis fière de toi », a-t-elle déclaré simplement. Pas parce que tu as réussi selon les normes conventionnelles, bien que ce soit le cas. Je suis fier de qui tu es devenu, de la façon dont tu as géré l'adversité, dont une grande partie a été causée par moi. La reconnaissance, offerte sans qualification ni comparaison avec mes frères et sœurs, était peut-être l'approbation la plus sincère qu'elle ait jamais exprimée. Cela comptait pour moi, mais d'une manière différente qu'auparavant. Sa validation était la bienvenue, mais n'était plus nécessaire pour mon estime de moi ou mon identité. Cette évolution représentait la leçon la plus profonde de mon parcours. L'amour ne devrait pas exiger une conformité parfaite. La réussite ne devrait pas être une condition préalable à l'appartenance, et les liens familiaux, bien qu'importants, ne peuvent pas définir tout notre sentiment de soi. Il y a des blessures qui ne guérissent jamais complètement, des relations qui ne peuvent pas être entièrement restaurées, et des trahisons qui altèrent de manière permanente notre compréhension de la confiance et de la loyauté. Pourtant, au sein de ces réalités douloureuses se trouvent des opportunités de croissance qui pourraient autrement rester non découvertes. Parfois, être forcé de quitter ce qui ressemble à un foyer nous mène là où nous appartenons vraiment, à la personne que nous étions censés devenir. Ce qui a commencé avec des sacs poubelles à un portail s'est terminé avec les clés de ma propre porte d'entrée, à la fois littéralement et métaphoriquement. Le voyage entre ces deux points a transformé non seulement ma situation, mais aussi ma compréhension fondamentale de la famille, de l'indépendance et de l'estime de soi. En perdant ce que je pensais avoir besoin, j'ai trouvé ce que je méritais vraiment, une vie définie par mes choix plutôt que par les attentes des autres. Avez-vous déjà vécu un moment où la trahison familiale a finalement conduit à une force inattendue? Comment avez-vous reconstruit votre vie après une rupture relationnelle? Partagez votre histoire dans les commentaires ci-dessous, et n'oubliez pas de cliquer sur j'aime et de vous abonner si cela a résonné en vous. Rappelez-vous, parfois les fins les plus douloureuses mènent aux plus beaux commencements. Merci de votre écoute, et je vous souhaite le courage de créer des limites qui protègent votre paix et la force de construire une vie qui reflète véritablement votre valeur.